Je descends encore? Non, ça va là. À quelques kilomètres de Reims, cet hélicoptère survole la Champagne, l'une des plus célèbres régions viticoles de France. Dominant la plaine, les vignes sont plantées sur les versants d'un petit relief, appelé ici la montagne de Reims. Alors on est parti pour un grand tour finalement autour de la montagne de Reims. Voilà, avec le parcellaire champenois qui est assez impressionnant, c'est-à-dire toutes ces vignes peignées dans des sens différents, avec des parcelles parfois vraiment toutes petites. Il y a énormément de graphisme, c'est ce que je recherche dans mes images. Michel est photographe, c'est un habitué des prises de vue aériennes. Pour Aurélie, en revanche, c'est un baptême en hélicoptère. L'historienne découvre sa région vue du ciel. Pour un premier vol, c'est un peu impressionnant. Mais ce qui est magique, c'est qu'on voit vraiment ici la transition qu'on va avoir entre notre paysage agricole et là, on arrive vers nos coteaux viticoles qui sont à côté de la vallée de la Marne. Aurélie et Michel se sont mobilisés en 2015 pour que ce territoire soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, ils s'engagent pour obtenir le label Pays d'art et d'histoire. Pour cela, ils photographient les monuments emblématiques de l'épopée du Champagne. Voilà, devant nous, on arrive sur Auvillers. Auvillers est vraiment considéré comme le berceau du Champagne. C'est un haut lieu de la Champagne et du Champagne, notamment avec son abbaye. La richesse des bâtiments atteste de sa puissance au Moyen Âge. En 1668, le célèbre moine Dom Pérignon devient l'intendant de l'abbaye. Ici, pendant près de 50 ans, il s'investit dans l'élaboration et la renommée du Champagne, qu'il qualifiait de meilleur vin du monde. Là, on va repartir en direction du château de Boursault et on va suivre un petit peu la Marne. On a en contrebas donc la Marne. Et la Marne, dans l'histoire du Champagne, a été très utile, car avant les grandes voies de communication, on pouvait transporter le Champagne sur la Marne. C'est tout un enchevêtrement entre la Marne, le canal, les bras morts de la Marne. Elle se faufile vraiment dans la vallée, c'est assez majestueux. L'hélicoptère arrive devant le château de Boursault. Construit par la veuve Clicquot pour sa fille en 1842, il révèle la richesse de celle que l'on surnommait la reine de Reims. Ici, on est face à un château qui est absolument magnifique, avec des façades décorées. À cette époque, à la moitié du 19e siècle, on était en plein mouvement romantique et le romantisme a puisé son inspiration dans tout ce qui est Renaissance et médiéval. Et donc là, on copie effectivement les châteaux et il est vraiment digne des plus beaux châteaux Renaissance de la Loire. On a cet exemple ici sous nos yeux qui est vraiment la preuve que les négociants en vin de Champagne veulent à chaque fois inscrire leur réussite dans la pierre. L'hélicoptère survole maintenant Épernay. La ville s'est développée avec l'essor du vignoble. Au centre de la cité, cette avenue est entièrement dédiée à l'élaboration et au commerce du champagne. L'avenue de Champagne, c'est la plus célèbre avenue du monde pour le champagne. Parce qu'ici, en fait, sont venus s'implanter des négociants qui vont petit à petit coloniser, si je puis dire, l'avenue.
on voit très bien cette avenue rectiligne qui fait moins de 2 km, sur laquelle se succèdent des hôtels particuliers, des châteaux. Et en prenant un peu de hauteur, on se rend bien compte que derrière chaque hôtel particulier, on a un très grand jardin. Cette architecture dit entre cour et jardin. 35 maisons de champagne sont installées ici. Au bout de l'avenue, apparaît l'emblème d'Épernay, la tour de Castellane, construite en 1904. Comme toutes les maisons de Champagne, il faut être vu. Et donc l'idée d'avoir une tour qui est vue depuis l'avenue de Champagne, c'est vraiment l'idéal. Du haut de ses 66 mètres, la tour domine toute la ville. Ce soin apporté à l'architecture, ça c'est vraiment propre à l'avenue de Champagne, où même si on est sur des sites industriels, on a ce souci du détail, ce souci de la décoration, car on est dans une maison de prestige, qui est aussi les lieux en fait de publicité de la marque. Aurélie et Michel poursuivent leur mission à l'intérieur de la maison de Castellane. Ils s'intéressent aux lieux créés spécialement pour les clients fortunés de la marque. On arrive en fait sur l'escalier d'honneur de la maison Castellane. C'était les clients les plus prestigieux qui arrivaient et qui avaient cette entrée un peu théâtralisée pour passer leur commande de champagne. Donc on voit cette toile marouflée avec la figure de l'amour qui offre du champagne. Alors ici, nous sommes dans un lieu qui est vraiment exceptionnel, qui est unique en Champagne. C'est la salle des étiquettes. Et oui. Et la maison de Castellane, en fait, avait cette particularité, c'est de fabriquer des étiquettes spécialement pour leurs clients. Et il y a des meubles qui ont été conçus donc, dans les années 30. Donc des armoires en chêne, à double volet. Hop, on voit ici les petits compartiments. Ici, par exemple, on a une étiquette donc, qui a été faite pour le duc de Larnière. 7000 étiquettes différentes ont été réalisées au nom des clients les plus riches. Elles sont classées dans ces casiers, comme elles l'étaient il y a un siècle. On a aussi une étiquette ici qui est assez... Champagne d'or, vin d'or potable, pur champagne, dynamisé d'or pur. Oui, alors là c'est vraiment la petite folie. Ici, on comprend ce que la Champagne a gagné en fantaisie, en marketing, en fait, qui ne s'appelait pas encore marketing, évidemment. Mais là, on est en fait dans un temple du marketing du début du siècle. Aujourd'hui encore, Épernay vit au rythme de la production de champagne. Les 10 maisons les plus réputées au monde ont leur siège social sur l'avenue. Aurélie et Michel s'approchent de l'une d'entre elles, Mouette et Chandon. Nous sommes devant les hôtels Chandon-Trianon, qui ont été construits par Jean-Rémy Mouette pour son fils et sa fille. Et là, on est dans le pur style Premier Empire, avec l'orangerie qui se trouve au fond. Jean-Rémy Mouette, c'est le premier en fait à faire son hôtel particulier au-dessus de ses caves. Donc il a son lieu de production, de stockage, et au-dessus, son hôtel particulier qui lui sert de résidence, mais également de lieu de prestige pour recevoir des hôtes très connus, notamment Napoléon. Les visites de l'empereur Napoléon Ier entre 1804 et 1814 marquent le début de l'essor de l'avenue. Toutes les grandes maisons s'y installent. Et pour promouvoir leur marque, elles créent l'événement. Mercier reçoit le président de la République, Sadi Carnot, en 1891.
grâce aux négociants en vin de Champagne qui sont venus ici s'implanter petit à petit, c'est créer une sorte d'émulation architecturale. C'est à celui qui aurait le plus bel hôtel. Et là, on en a un bel exemple donc, avec l'hôtel de Venoge, qui a été construit donc, pour Marcel Galis. Et lui a choisi un matériau très noble pour l'époque, la pierre de taille. Dès le milieu du 19e siècle, et en moins de 50 ans, l'avenue se pare de bâtiments époustouflants. Les architectures sont variées. Un certain classicisme pour l'hôtel aux bancs mouettes, des tourelles néo-médiévales pour le château de Pékin. Des choix qui correspondent au goût des patrons de l'époque. Aurélie et Michel s'avancent vers ce qui reste sans doute l'un des symboles les plus incroyables du faste de l'avenue, le château Perrier. C'est Charles Perrier qui a fait construire cet hôtel particulier en 1855. Charles, en fait, a repris les affaires suite à son père. Et lui, pendant sa carrière, il va multiplier par 46 le chiffre d'affaires. Donc il va arriver dans les hautes sphères de la bourgeoisie et il va vouloir inscrire sa réussite ici sur l'avenue de Champagne. Donc ici, on est face au château qui est typiquement du style éclectique. On a un foisonnement de styles architecturaux complètement différents. On a par exemple le style Louis XIII qu'on retrouve avec cette alternance de briques et de pierres. Le style médiéval avec la balustrade tout en haut, les chaînages qui s'entrelacent. Et on a aussi ces colonnes qui animent l'avant-corps central et qui font référence au palais du Luxembourg. Aurélie poursuit son travail d'observation côté jardin. Nous sommes sur la façade arrière du château Perrier. Toutes les façades du château sont différentes. Et on voit encore une fois ce souci qui est apporté en fait sur la décoration, et notamment les cheminées qui sont en appareillage briques et pierres et qui sont en spirale. Et en fait, c'est pour symboliser la fumée qui s'envole dans le ciel. À côté du château, cette demeure à la façade discrète abrite une collection unique. La marque Perrier-Jouët y reçoit uniquement ses hôtes de prestige. Bonjour, bienvenue à la Maison Belle Époque. Thierry, bonjour de cette maison. Ravi de vous accueillir. Aurélie est invitée à redécouvrir cette maison qui a été fermée pendant 2 ans pour une rénovation complète. Aujourd'hui, cette sculpture retrouve enfin sa place sur la cheminée. C'est la directrice de style de la maison qui va la dévoiler. Nous allons découvrir ensemble cette œuvre qui vient d'arriver, qui est une pièce très importante dans l'histoire de la maison. L'Éternel printemps de Rodin, qui est dans une fonte historique puisque Rodin était encore vivant à l'époque. L'artiste met en scène ici un couple enlacé. C'est une ode à l'amour, à la sensualité et à la nature. Ce sont les salariés de la maison qui se sont cotisés pour offrir cette pièce, pour célébrer le centenaire de la maison au patron de l'époque. D'ailleurs, c'est signé d'une façon assez merveilleuse. Au patron, souvenir du centenaire. 100 ans à faire un champagne de qualité. Il y a aussi cette fierté-là qui s'exprime dans ce cadeau. Le mobilier est composé de joyaux de l'Art Nouveau, comme ce salon Majorelle, présenté à l'exposition universelle de 1900. Il est extrêmement inspiré de la nature. Vous voyez, quand on l'appelle salon fougère, c'est que toute la structure est dessinée avec des fougères. Et puis, on a toujours des détails absolument merveilleux. Ici, les 2 escargots qui montent sur le dossier du canapé. Là, Majorelle, très clairement, a voulu mettre une touche d'esprit et d'humour. Il y a une liberté d'expression dans l'Art Nouveau. Toutes les pièces de la collection sont originales. Elles témoignent de l'esprit Belle Époque. Comme cette œuvre de Toulouse-Lautrec, qui représente Yvette Gilbert, une danseuse du Moulin Rouge.
Il y a toujours un soin qui est apporté au choix de l'artisan, de l'artiste même, pour pouvoir décorer au mieux leur maison et puis avoir cette volonté de représentation de la marque. Toujours le meilleur. Sur chaque détail, on est vraiment plongé dans l'art nouveau, dans cet art du début du XXe siècle et qui nous fait vraiment rêver de pièce en pièce. À l'étage, les chambres sont aménagées avec un mobilier créé par les grands noms de l'art nouveau. Un ensemble qui fait de cette maison un lieu unique en France. Maintenant, on va découvrir la chambre Majorelle, dont l'ensemble du mobilier a été dessiné par Majorelle. Voilà, c'est typiquement, vous voyez, un travail de l'art nouveau. Ici, on est dans un très beau savoir-faire de marqueterie avec des inserts qui sont très sophistiqués. Le travail de la main est absolument clé dans l'art nouveau. Quand vous voyez les épines sur la ronce de la rose, on est dans des choses qui sont extrêmement détaillées, très très fines. Profondément, l'art nouveau a un seul objectif, c'est injecter du beau dans le quotidien, transformer l'utile en merveilleux. Donc on rend hommage, je pense, à tous les grands artistes de l'art nouveau en faisant vivre encore leurs œuvres au sein de cette maison. Nous quittons Épernay pour l'autre capitale du Champagne, Reims, située à 30 km au nord. Cité des sacres des rois de France pendant plus de 10 siècles, elle a développé son épopée industrielle grâce à de grandes sagas familiales. Celle de Madame Pommery est sans doute la plus remarquable. Cette femme est une pionnière. Veuve à 39 ans, elle doit assurer seule l'avenir de sa fille Louise. En 1858, elle prend la tête de la modeste maison de champagne de son époux. Grâce à sa maîtrise de l'anglais, elle développe son entreprise à l'international, faisant grimper les ventes de 20 000 bouteilles par an à plus de 2 millions. Aujourd'hui encore, son domaine de production est l'un des plus prestigieux de Reims. Thierry Gascot en est le chef de cave. C'est lui qui est le garant du goût du vin. Il élabore les assemblages et contrôle chaque étape de production. Ça fait 25 ans que je suis dans cette maison, ça fait 25 ans que tous les matins en arrivant, je regarde autour de moi. On arrive, on regarde tous les bâtiments superbes, avec une architecture un petit peu originale, de type élisabétain, parce que tout simplement, Madame Pommery voulait que ses clients anglais qui viendraient chez elle puissent se sentir un petit peu comme chez eux. Et à l'intérieur de ces bâtiments, alors qu'on ne peut pas s'y attendre, on retrouve toute une zone de production. Et c'est quand même un site merveilleux. Et je dirais que j'en suis tombé amoureux il y a 25 ans. Je pense qu'à la limite, je mourrais en restant toujours amoureux de ces bâtiments et de ce site. Ce matin, c'est la mise en bouteille. Il a fallu vider ces immenses cuves. Et là, ici, vous êtes dans la cuverie de vinification de Pommery. Vous avez autour de moi des cuves de très grande contenance, puisque par exemple une cuve comme celle-là, c'est une cuve qui peut contenir jusqu'à 500 000 bouteilles. Donc 2 fois 500 000 déjà, vous voyez. J'ai 1 million de bouteilles de chaque côté. Monsieur Lescaut, je vous ai appelé parce qu'en fait, on s'aperçoit... À peine arrivé, Thierry est sollicité. Donc je pense qu'il faudra aller vérifier l'intérieur, si des fois il n'y a pas une fuite. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une fuite? Bon alors j'y vais, Baptiste. Hein. Il n'y a qu'une seule manière, un peu acrobatique, d'entrer dans la cuve. On est vraiment dans le cœur de la cuve, dans le cœur du réacteur. La cuve est vide, heureusement, sinon on serait un peu noyé. Thierry contrôle la paroi intérieure. OK. Tout est conforme, c'est sa responsabilité de tout vérifier. Dès qu'il y a un petit problème, en général, c'est ce chef de cave qui appelle pour voir un petit peu comment faire pour résoudre le problème. Voilà.
Il ne faut pas uniquement que l'homme du vin, il faut également, je dirais, connaître tout ce qui peut tourner autour du matériel utilisé en cuverie et en production. Thierry arrive ensuite vers la chaîne d'embouteillage. Ces milliers de bouteilles vont être remplies de vin dit tranquille, pas encore effervescent. Du sucre et de la levure sont ajoutés pour la fermentation, ce qui donnera les fameuses bulles de champagne. À la fin de la chaîne, il faut fermer la bouteille. On va commencer par mettre ce qu'on appelle, entre nous, entre champenois, on appelle ça un bidule. C'est un petit obturateur en plastique qui va être mis vraiment dans le col de la bouteille, à la rasée du col de la bouteille. Et ça va servir à l'herméticité totale, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va avoir de la pression, il faut pouvoir conserver cette pression-là. On appelle ça un bidule parce qu'on n'a pas trouvé de nom. Donc, alors, c'est un obturateur, si vous voulez. L'obturateur, c'est un peu vulgaire. Donc, un bidule, c'est plus sympa. Voilà. Donc, on appelle ça un bidule, tout simplement. Et même, vous allez aux USA, ils appellent ça des bidules aussi. Les bouteilles reçoivent ensuite une capsule pour une étanchéité parfaite. Puis elles vont descendre en cave, où le vin va devenir effervescent. C'est ce qu'on appelle la prise de mousse. Thierry va contrôler une étape décisive de la production. Donc là, on va avoir un escalier qui va nous permettre d'accéder à nos 18 km de cave, là où on stocke l'ensemble des vins, bien sûr, de la maison. C'est un escalier qui s'étend sur 116 marches et qui nous permet d'arriver à 30 mètres sous terre. Cet escalier est habillé de lumière par une œuvre contemporaine. Cette partie des caves est ouverte à la visite. Thierry débouche dans la galerie principale, au style plutôt pop. Depuis 2003, nous faisons des expositions d'art contemporain. Et donc ici, vous avez un artiste coréen qui s'est exprimé avec plein d'ustensiles de cuisine encastrés les uns dans les autres pour pouvoir faire cette décoration. À côté des œuvres d'art, la cuvée Prestige patiente plus de 10 ans en cave, le temps nécessaire au développement des arômes. Ces galeries creusées dans la craie permettent un vieillissement optimal grâce à une température constante de 10 degrés, été comme hiver. Là, nous sommes dans une des 120 crayères qui se trouve sous le domaine Pommery. C'est un énorme puits qui a servi de l'époque gallo-romaine jusqu'au Moyen-Âge pour extraire la craie pour pouvoir construire les bâtiments de la ville de Reims. Par cette porte-là, on va quitter le circuit visite pour, au final, se retrouver sur le lieu de la production. Et là, on arrive vraiment sur une autoroute. C'est pas l'autoroute des vacances, c'est l'autoroute de la production de Pommery. Dans ces chariots circulent les bouteilles qui viennent d'être remplies. Au total, il y en a 30 millions stockés dans ces galeries. Ce réseau, véritable ville sous la ville, est un lieu de production de pointe. Là, ici, vous avez des caves avec des arches un petit peu de type gothique. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec un matériel ultramoderne qui sont des robots, le même type de robots que ce que vous pouvez trouver dans l'industrie automobile. On a l'impression d'être dans un monde un petit peu imaginaire. Et non, on est dans le monde du réel, dans le monde du champagne aujourd'hui. Voilà. Au bout d'une galerie, le chef de cave débouche dans un laboratoire souterrain. Ici a lieu une opération délicate, lorsque le vin est arrivé au terme de son vieillissement. Pour les gros contenants, comme ce Jéroboam, l'équivalent de 4 bouteilles, ce geste se fait encore manuellement. On l'appelle le dégorgement à la volée. Tout le dépôt de levure se trouve concentré dans le col de la bouteille, donc ici dans le Jéroboam. Donc le bouchon du Jéroboam s'arrête à peu près à ce niveau-là, et le dépôt est sur toute cette hauteur-là. D'accord ? Donc ça, son travail maintenant, ça va être de chasser tout ce dépôt qui se trouve dans le col de la bouteille, tout en gardant le vin dans la bouteille. Donc s'il perd du vin,
ils se font engueuler. Il faut y aller. C'est un geste très traditionnel puisque le dégorgeur à la volée, c'était la personne à l'époque la mieux payée dans les caves de Champagne. C'était un véritable métier. Ça a été beau. Celui-là a été beau. Ah bien là, le dépôt, il est là. C'est ce que vous voyez là. C'est un mélange de vin et de dépôt. Le vin est resté. Voilà. On est arrivé ici. C'est le principe. Donc il n'y a plus qu'à boucher, museler derrière. Après quelques semaines de repos en cave, ce Jéroboam de la cuvée Prestige pourra être dégusté. Nous quittons Pommery, mais nous reviendrons à Reims, car chaque été en juin a lieu la fête la plus attendue de l'année. Nous retournons en Champagne pour l'événement de l'année. À Reims, à côté du domaine Pommery, voici le château des Crayères. Cet hôtel-restaurant réputé est installé dans l'ancienne résidence de Louise, la fille de Madame Pommery. Ce soir a lieu la fête la plus courue de la région, la soirée blanche. « 3500 personnes sont attendues dans le parc à 19h. Hervé Faure, le directeur de l'hôtel, est sur la brèche. On est à 3 heures de l'ouverture des portes, donc ça va commencer tout doucement à monter. Il faut imaginer qu'on a un peu plus de 2500 bouteilles qui vont être vendues ce soir. Donc ça demande aussi une grosse organisation en termes d'installation. La tension monte aussi dans les cuisines du restaurant 2 étoiles. Jean-Marc, le poissonnier, arrive avec 2 turbos. Ah, tu viens? Des pièces exceptionnelles qui seront servies au dîner. Là, on est sur combien de kilos, là? On est sur 12 kg 2. On a surtout une belle épaisseur de filet, ce qui est le plus important. C'est là qu'on voit que c'est un vrai turbo français. Hein. Il faut réussir déjà à les trouver et après réussir à les acquérir. Parce que quand il y en a en criée, évidemment, c'est bien beau de les voir passer, mais il faut réussir à les avoir. Et tous les jours, c'est un challenge. C'est ça le plaisir du métier. Voilà, on voit, hein, la chair, elle est ferme. Juste ce qu'il faut, translucide. C'est vraiment très, très beau. Pour la soirée blanche, Philippe Mille a prévu un menu unique qui met à l'honneur le terroir champenois. Bien sûr, on est entouré de vignes ici en Champagne. Donc là, voilà, on a récupéré tous les sarments. On a donné un goût particulier quand même à cette braise. Et puis, tout à l'heure, on va cuire nos asperges dedans, en croûte de sel. Et puis au-dessus, on va griller notre turbo. Voilà, pour vraiment avoir l'histoire entre la vigne et notre recette qui va être présente pour ce soir. Les assiettes vont composer un camailleux de couleur blanche. Le poisson sera servi avec les dernières asperges de saison. Ah, c'est beau. Et tous les plats seront accompagnés de champagne. En cave, Hervé est justement descendu avec Philippe Jamès, le chef sommelier, pour sélectionner les bouteilles qui seront proposées ce soir aux convives du restaurant. On peut voir éventuellement celui-ci. Ça, c'est un vieux millésime de Don Ruinart, donc c'est un pur chardonnay blanc de blanc, issu d'un récolte 88, qui est très difficile à trouver aujourd'hui. On a celui-ci, donc ça c'est une petite perle aussi, c'est la maison Charles Heidsieck. Et nous sommes ici avec la vendange 1981. Il y en a une seule. C'est bon? Oui. C'est un petit bijou, les amis. Ah, tiens, je vous laisse l'ouvrir, Philippe. 90, année exceptionnelle. Année fantastique. Cette année, elle fait partie de ce qu'on appelle les 3 glorieuses, 88, 89 et 90, qui furent 3 millésimes successifs complètement exceptionnels. Donc c'est très intéressant. D'autant plus que Louise Pommery, c'est elle qui a construit cette maison. Et donc, oui, il y a forcément un lien émotionnel très fort, avoir su garder le meilleur des cuvées qui sont nées sous le nom Louise Pommery. Donc une bouteille exceptionnelle.
faut pas avoir de regrets quand on ouvre ces bouteilles, même en cave, à titre personnel. Je pense qu'il faut pas hésiter à ouvrir, déguster. C'est très pédagogique, très formateur, et puis ça véhicule beaucoup de plaisir. Et le plaisir efface le regret. En passionnés de champagne, Hervé et Philippe se sont lancés un challenge. Ce soir, au restaurant, les convives seront servis dans ce verre qu'ils ont inventé. Pour révéler les arômes du champagne, sa forme a été spécialement adaptée. Il faut que le nez soit à l'intérieur du verre. Et là, vous obtenez une certaine forme de plongée, d'immersion, donc une humidité très particulière qui nous connecte au terroir. C'est-à-dire qu'on va sentir, et quasiment uniquement à ce moment-là, l'iode, la salinité et la partie sels minéraux contenus dans la craie champenoise. Le secret, un espace suffisant pour que s'expriment les fameuses bulles, bien loin des flûtes à champagne, complètement proscrites aux crayères. Ben là, il y a un choc. Il y a un choc pour le vin, il y a un choc pour le gaz carbonique, parce qu'il est complètement oppressé dans un environnement très étroit. Donc vous voyez, cette énergie déployée en termes d'effervescence, on a beaucoup plus, on a une accélération incroyable parce qu'il y a une oppression. Pour encore mieux préserver l'effervescence, Philippe et Hervé travaillent aujourd'hui sur un prototype, un verre qui ne ressemble à aucun autre. Ce cocon est un véritable piège qui emprisonne les bulles. Il n'y a pratiquement plus de hauteur de service. Et nous sommes, sans aucune violence, concentrés sur les effervescences et les saveurs olfactives restent à l'intérieur du verre. Ouais, et puis je peux le boire comme ça aussi. Ce que l'on a perçu très rapidement en concevant ce verre, c'est aussi un nouveau sens qui était l'ouïe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans aucun effort, sans aucun geste sur le verre, juste en approchant l'oreille, on a l'effervescence. Et c'est magique, c'est magique. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau langage qu'on n'avait pas auparavant. Le vin nous parle. Il est 19h, la fête commence. Cette soirée n'est pas réservée à une élite. Elle est ouverte au public. Côté parc, les 3500 places ont été vendues en moins de 3 minutes sur Internet. Les chanceux qui ont décroché le précieux sésame profitent sur la pelouse d'un pique-nique, arrosé sans surprise avec du champagne. Je suis née ici. Le champagne, c'est une institution chez nous. Il n'y a pas une soirée sans champagne. On l'ouvre pour les naissances comme pour les enterrements, finalement. C'est tout un symbole. Pendant ce temps, côté restaurant, le chef et son équipe sont en plein service. Philippe cuisine les asperges en croûte de sel. Il les cuit à la braise de sarment de vigne, en même temps que le turbo. Nous, on fait vraiment tout à la demande du client, la cuisson du turbo au moment, pour vraiment avoir quelque chose qui va être encore juteux à l'intérieur, moelleux, toutes ces saveurs qui vont être respectées. Quelques secondes pour un dressage soigné et l'assiette est prête à partir. C'est parti, chef. Dans la salle du restaurant 2 étoiles, les plats se succèdent. De l'entrée au dessert, c'est toujours le blanc qui domine. Deux heures plus tard, c'est le clou de la soirée. C'est un joli moment, le feu d'artifice. C'était important aussi.
Le champagne a toujours accompagné les grands événements. Et cette région, finalement, elle avait besoin aussi de le célébrer. C'est la sensation aujourd'hui, quand je vois le plaisir qu'ont nos amis ce soir. Et nous aussi, on a envie de faire la fête, on a envie de savoir faire la fête et le montrer. Voilà. Nous quittons la Champagne.